La démocratie vous a été vendue comme la victoire de la liberté, mais dans la pratique, elle s'est transformée en un théâtre soigneusement mis en scène. Les candidats changent, les discours se renouvellent, les drapeaux sont échangés, mais les véritables détenteurs du pouvoir n'apparaissent jamais sur scène. Le peuple croit décider de son propre destin, alors qu'en réalité, il ne fait qu'applaudir la pièce écrite en coulisses. Nietzsche a averti, « Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Et l'interprétation qu'on vous a vendue de la démocratie est la plus lucrative de toutes, pour ceux qui sont aux commandes. Préparez-vous à démonter le spectacle, car la vérité sur ce système ne se trouve pas dans les livres d'histoire ou les discours de tribune. Elle se trouve dans les coulisses, où vous n'avez jamais été invité à entrer. Commençons par l'acte le plus sacré de la démocratie, le vote. Depuis l'enfance, on vous a appris que voter, c'est exercer un pouvoir, que votre choix compte, que vous construisez l'avenir. Mais observez attentivement ce qui se passe réellement. Tous les 4 ans, des millions de personnes se mobilisent, discutent, se disputent lors de déjeuners de famille et sur les réseaux sociaux. L'ambiance est celle d'un groupe de supporters, pas d'une réflexion politique. Et quand arrive enfin le jour du vote, vous entrez dans l'isoloir, vous appuyez sur les chiffres et vous ressortez avec cet autocollant « J'ai voté », comme si vous aviez accompli un exploit héroïque. Mais qu'avez-vous réellement fait? Vous avez participé à un rituel, un spectacle soigneusement conçu pour vous faire sentir que vous avez le contrôle, alors qu'en réalité vous ne faites que légitimer un système qui a déjà tout décidé avant que vous n'arriviez à l'urne. Les options qui vous sont présentées n'ont pas été choisies par vous. Elles ont été filtrées, approuvées et financées par ceux qui commandent réellement. Les candidats viables sont ceux qui ont réussi à obtenir des millions de dons de campagne. Et d'où vient cet argent? De banques, de sociétés, de groupes économiques qui n'apparaissent pas dans les débats, mais qui définissent qui va apparaître. Pensez-y. Si vous ne pouvez choisir qu'entre A et B, mais que quelqu'un a déjà choisi qui serait A et B, choisissez-vous réellement? C'est comme demander à un enfant s'il veut manger des brocolis ou des épinards, et ensuite lui dire qu'il a eu la liberté de choisir. La structure de la démocratie représentative garantit que seuls certains profils accèdent au pouvoir. Tout le monde ne peut pas construire une candidature viable. Il faut du capital, des connexions, un soutien médiatique et, surtout, la bénédiction des groupes qui financent le système. Schopenhauer disait « Le changement est la seule chose immuable ». Et dans la démocratie, la seule chose qui change, ce sont les visages sur scène. Les politiques essentielles, celles qui affectent réellement la distribution du pouvoir et de la richesse, restent intactes. Peu importe que vous ayez voté pour le candidat de gauche ou de droite, les privatisations continuent, les subventions aux grandes entreprises continuent, les exonérations fiscales pour les plus riches continuent. Vous continuez à payer la facture, mais avec le sentiment réconfortant que, au moins, vous avez voté. Le vote n'est pas le pouvoir, c'est l'illusion du pouvoir. C'est le contrat invisible que vous signez en disant « J'accepte ce système, je le considère comme légitime ». Et c'est précisément cette acceptation dont le système a besoin pour continuer à fonctionner. Sans elle, le jeu s'effondre. C'est pourquoi on vous maintient dans la file d'attente de la machine à voter, année après année, en croyant que vous faites l'histoire. Mais en fin de compte, ceux qui ont réellement fait l'histoire sont ceux qui n'ont jamais eu besoin de votre vote pour être aux commandes. Maintenant, allons au laboratoire où votre opinion est fabriquée. Croyez-vous penser par vous-même que vos convictions politiques sont le fruit d'une analyse critique et d'un raisonnement indépendant? Observez ce qui se passe autour de vous. Allumez la télévision et comptez combien de secondes il faut pour qu'on vous dise ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui devrait vous préoccuper. Ouvrez le journal et voyez quels thèmes occupent les manchettes. Et plus important encore, quels thèmes n'apparaissent jamais. Entrez dans les réseaux sociaux et remarquez comment certains sujets dominent le débat tandis que d'autres n'existent tout simplement pas dans le radar collectif. Ce n'est pas un accident, c'est de l'ingénierie sociale. La démocratie moderne ne fonctionne pas par la force brute ou la censure explicite. Elle est plus sophistiquée que cela. Elle fonctionne par le contrôle de la narration, la définition des limites de la pensée acceptable. Edward Bernays, le père des relations publiques, n'appelait pas cela de la manipulation. Il appelait cela de l'ingénierie du consentement. Et la machine qu'il a aidé à créer fonctionne parfaitement. Voyez comment cela fonctionne. D'abord, on sélectionne le problème. Pas n'importe quel problème.
Seulement ceux qui peuvent être débattus sans menacer la structure du pouvoir. Inégalité sociale. On peut discuter à condition que la solution n'implique pas une redistribution réelle de la richesse. On peut parler à condition de se limiter à des individus isolés et de ne pas remettre en question le système qui rend la corruption lucrative. Liberté d'expression. Bien sûr, à condition que votre expression ne défie pas les intérêts fondamentaux de ceux qui contrôlent l'infrastructure de l'information. Ensuite, on bombarde la population avec ce thème sur tous les canaux. Les journaux en discutent, les experts analysent, les réseaux sociaux s'enflamment. Et pendant que tout le monde débat de A ou B, personne ne remarque que les véritables décisions sont prises sur C, D et E, en silence, loin des projecteurs. Dietrich Bonhoeffer a observé « La stupidité est un ennemi plus dangereux du bien que la méchanceté, et la fabrique de consensus n'a pas besoin de personnes mauvaises. Elle a seulement besoin de personnes qui croient être bien informées, alors qu'elle ne consomme que les informations qui ont été soigneusement sélectionnées pour elle. Pensez aux 3 dernières grandes polémiques politiques qui ont dominé votre pays. Maintenant, pensez. Pendant que tout le monde était obsédé par ces polémiques, quelles lois ont été approuvées sans débat? Quelles ressources publiques ont été transférées vers des comptes privés? Quels accords internationaux ont été signés sans consultation populaire? La réponse est simple. Vous ne savez pas. Parce qu'on ne vous l'a pas dit. Et on ne vous l'a pas dit parce que vous étiez trop occupé à discuter du thème qu'on a mis devant vous. La liberté d'opinion dans la démocratie existe à l'intérieur d'une clôture invisible. Vous pouvez courir, sauter, crier, mais vous ne pouvez pas sortir de l'enclos. Et le plus brillant de ce système est que la plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont à l'intérieur d'un enclos. Ils regardent autour d'eux, voient de l'espace pour être en désaccord, pour débattre, pour se positionner, et croient que c'est la liberté totale. Ils ne réalisent pas que toutes les opinions permises, même les plus radicales, opèrent toujours à l'intérieur des paramètres fondamentaux qui maintiennent le système intact. Observez le théâtre politique avec attention et vous verrez quelque chose de fascinant. Les acteurs sur scène changent constamment, mais les producteurs du spectacle n'apparaissent jamais dans les crédits. Des gouvernements de gauche arrivent au pouvoir, font leurs discours enflammés sur la justice sociale, mettent en œuvre quelques programmes d'aide sociale et 4 ou 8 ans plus tard s'en vont. Entrent les gouvernements de droite, parlent de méritocratie et d'efficacité, coupent quelques dépenses publiques et à la fin du cycle s'en vont aussi. Et alors le cycle recommence. Mais pendant que cette danse se déroule sur la scène illuminée, dans les coulisses, loin des projecteurs et des caméras, il y a un groupe qui ne quitte jamais la scène. Ce sont les banques centrales qui définissent les politiques monétaires indépendamment de qui a été élu. Ce sont les multinationales dont le pouvoir économique dépasse le PIB de nations entières. Ce sont les fonds d'investissement qui contrôlent les actions des plus grandes entreprises du monde. Ce sont les institutions financières internationales qui dictent les politiques économiques des pays endettés. Ce sont les oligarchies familiales qui, depuis des générations, concentrent les terres, les ressources naturelles et le capital. Ceux-là ne se soumettent jamais au vote populaire. Ceux-là ne font pas campagne, ne débattent pas à la télévision, n'ont pas besoin de votre approbation. Machiavel, avec sa clarté brutale sur le fonctionnement du pouvoir, a écrit « Celui qui contrôle la peur des gens contrôle leurs actions ». Et dans la démocratie moderne, qui contrôle la peur, qui décide s'il y aura crise économique ou croissance, qui détermine si l'argent coulera ou s'asséchera. Ce ne sont pas les politiciens élus. Ils ne font qu'administrer les conséquences des décisions prises dans des conseils d'administration privés et des réunions à huis clos d'organisations que vous n'avez jamais élues. Pensez aux 20 dernières années de votre pays. Combien de gouvernements différents se sont succédés au pouvoir? Maintenant, posez-vous une autre question. La concentration de richesse a-t-elle augmenté ou diminué? Les banques sont-elles devenues plus puissantes ou moins? Les grandes entreprises ont-elles étendu leur contrôle ou perdu de l'influence? La réponse est évidente. Et cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur qui gouverne réellement. Les politiciens sont des employés temporaires dans une entreprise qui appartient à d'autres propriétaires. Quand il y a une crise financière, qui paie la facture? Le contribuable. Quand les banques font faillite, qui les sauve? L'argent public. Quand les entreprises ont besoin de subventions, d'incitations fiscales ou de protection réglementaire, qui les fournit? L'État démocratique qui est censé vous représenter.
Mais quand vient le moment où vous avez besoin de soins de santé publics de qualité, d'une éducation gratuite décente ou d'infrastructures de base, que vous dit-on? Qu'il n'y a pas de ressources, que l'État doit être allégé, qu'il faut faire plus avec moins. La démocratie vous permet de choisir quel gestionnaire va administrer le système, mais ne vous demande jamais si vous voulez changer le système lui-même. C'est comme si vous travailliez dans une entreprise où vous pouviez voter pour le superviseur que vous préférez, mais sans jamais pouvoir remettre en question qui sont les propriétaires ou comment les bénéfices sont distribués. Vous avez la liberté de choisir dans les limites qui ont été définies bien avant votre arrivée. Et le plus pervers, vous remerciez encore d'avoir cette liberté. Arrêtez-vous et analysez la dernière campagne électorale que vous avez suivie. Maintenant, répondez-moi. Combien de propositions concrètes, avec des chiffres, des délais et des méthodes de mise en œuvre, avez-vous réellement vues? À combien de débats avez-vous assisté où les candidats ont présenté des analyses techniques de problèmes complexes? Combien de fois avez-vous entendu une discussion sérieuse sur la structure fiscale, la politique monétaire ou la réforme du système financier? Presque jamais. Et vous savez pourquoi? Parce qu'une campagne politique ne concerne pas le raisonnement. Elle concerne l'émotion. Il s'agit de vous faire ressentir, pas penser. Observez les slogans. Espoir, changement, le Brésil avant tout, le peuple au pouvoir. Ce sont des mots vides qui ne signifient absolument rien en termes pratiques, mais qui activent des déclencheurs émotionnels puissants. Espoir de quoi? Changement en quoi? Le peuple au pouvoir de quelle manière? Personne n'explique parce qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer. L'objectif n'est pas d'informer, c'est d'émouvoir. C'est de vous faire vous identifier à un récit, à un personnage, à une histoire qui vous fait sentir partie de quelque chose de plus grand. Les publicités électorales sont conçues comme des publicités pour des sodas. Musique émouvante, images de familles heureuses, d'enfants souriants, de drapeaux flottant au vent. Personne ne vous vend un plan de gouvernement. On vous vend une sensation. La sensation d'appartenance, d'espoir, que cette fois ce sera différent. Et vous achetez. Non pas parce que vous avez analysé les données, mais parce que le récit a touché quelque chose d'émotionnel en vous. Nietzsche avertissait, les convictions sont des ennemis plus dangereuses de la vérité que les mensonges. Et c'est exactement ce que les campagnes construisent, des convictions. Pas des arguments logiques que vous pouvez remettre en question, mais des croyances émotionnelles que vous défendez comme si elles faisaient partie de votre identité. Quand quelqu'un critique votre candidat, vous n'avez pas l'impression qu'on critique une proposition politique, vous avez l'impression qu'on vous attaque personnellement, parce que votre choix politique a cessé d'être rationnel et est devenu tribal. Voyez comment les masses sont divisées. Gauche contre droite, progressistes contre conservateurs, nous contre eux. Et pendant que vous vous disputez avec votre voisin, votre collègue de travail, votre parent sur lequel des deux côtés a raison, personne ne regarde vers le haut. Personne ne se demande pourquoi les deux camps, une fois au pouvoir, maintiennent les mêmes structures fondamentales de domination. La dispute n'est pas entre la gauche et la droite. Elle est entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Et on vous a fait croire que choisir entre deux employés du même système est une bataille épique entre des visions du monde incompatibles. Le citoyen est devenu supporter. Il porte les couleurs du parti, répète les slogans, défend les leaders même quand ils font exactement ce qu'ils critiquaient quand ils étaient dans l'opposition. Et le pire, il en est fier. Il a l'impression d'être engagé, actif, participant. Il ne se rend pas compte qu'il est devenu juste un élément de plus du spectacle, un composant de plus de la masse qui applaudit, hue et s'émeut selon le scénario. La politique a cessé d'être l'espace du débat rationnel et est devenue le stade de l'émotion manipulée. La démocratie moderne a une astuce brillante. Elle vous donne la liberté d'expression, mais contrôle soigneusement la portée de cette expression. Vous pouvez dire ce que vous voulez, en théorie. Vous pouvez créer votre blog, votre chaîne, votre profil sur les réseaux sociaux et exprimer vos opinions les plus radicales. L'État ne va pas frapper à votre porte et vous arrêter parce que vous êtes en désaccord avec le gouvernement. Et c'est exactement ce qui vous fait croire que vous vivez dans une société libre. Mais observez ce qui se passe quand quelqu'un menace réellement le système.